Ce soir, troisième cours sur l'évolution des systèmes de valeurs. Et comme je vous le disais, dans le premier cours, on a regardé comment on peut voir les valeurs comme étant des buts motivationnels. Dans un deuxième cours, on a regardé un peu la mécanique inconsciente qui sous-tend l'activation des valeurs, la façon dont on va acquérir des valeurs et les rendre prioritaires. Et ce soir, on va regarder beaucoup plus en détail le travail de Claire Graves. C'est à partir de ce soir que nous allons réellement pouvoir parler d'évolution de systèmes de valeurs. Claire Graves avec son modèle de niveau d'existence que les étudiants ont ultérieurement rebaptisé les Spiral Dynamics, les dynamiques en spirale. Alors dans un premier temps, on va regarder brièvement qui est Claire Graves et comment il nous a proposé une psychologie évolutionniste, et je vais prendre le temps de décrire un petit peu ce terme, psychologie évolutionniste. Dans un deuxième temps, on va faire le tour de sa théorie générale, regarder un petit peu les bases de sa théorie et comment il nous propose un système dynamique dans notre évolution au travers différents stades de valeurs. Dans un troisième temps, je vais prendre le temps de vous décrire les 8 niveaux d'existence qu'il nous a décrits. On pourra essayer de voir si ça fait sens pour nous ou pas, cette description. Et dans un quatrième temps qui sera plus bref, après avoir décrit ces 8 niveaux d'existence, on va revenir sur son modèle théorique général qui, à ce moment-là, je l'espère, prendra beaucoup plus de sens et on regardera les implications en accompagnement avant de passer à ce temps d'échange qu'on aura entre nous et qui sera, comme d'habitude, hors caméra. Nous parlons donc de Monsieur Claire Graves. Et pour avoir passé beaucoup de temps à étudier son travail, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement pertinent dans la pensée de cette personne qui a été malheureusement oubliée en psychologie. Claire Graves, au XXe siècle, est professeur de psychologie, il est docteur en psychologie, mais il n'est pas parti du côté recherche, Claire Graves, il est plutôt parti du côté enseignement parce que ça le passionnait beaucoup. En 1970, il propose une théorie évolutionniste des valeurs et de la cognition. Il va proposer l'idée que notre conscience, si l'on peut dire, ou notre cognition, nos cognitions évoluent dans le temps et que nos grands systèmes de buts motivationnels, de la même façon, évoluent dans le temps. En 1952, Claire Graves a 38 ans et ses étudiants lui demandent « Ok, tu nous enseignes tous ces modèles en fait sur la psyché, sur la psychologie, mais lequel est le bon et lequel est le vrai ?» Et c'est une question qui l'a pas mal torturé. Au bout d'un moment, il s'est dit « Il va falloir que je mette en place des protocoles méthodologiques pour essayer de me poser un peu cette question. » De 52 à 59, il fait une recherche sur un bon millier d'individus qu'il va suivre. Certains, il les a suivis pendant 7 ans, d'autres un peu moins longtemps, mais il va les suivre régulièrement d'année en année en leur reposant sans cesse le même type de questionnaire. Et si on résume ce questionnaire, sa question principale, c'est « Quels sont pour vous les critères d'une santé psychologique, d'une maturité psychologique ?» Et ce qu'il a découvert à l'issue de ces différentes années de recherche, c'est que non seulement les réponses n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, mais en plus, l'évolution des réponses semblait suivre un schéma particulier, récurrent, ordonné. En 1966, après avoir décortiqué toutes ces données, donc je vous rappelle, 1 millier de personnes qui ont suivi des questionnaires, les années 50, pas de traitement de texte, pas de big data, donc il a fallu faire tout ça à la main. En 1966, il pose les premières bases de son modèle qui est orienté sur l'évolution des motivations au travail. Puis en 1970, il propose sa théorie des valeurs, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Il nomme cette théorie les niveaux d'existence dans lequel il va catégoriser quels sont nos besoins, quelles sont nos motivations, quels sont nos buts, comment s'organise notre cognition, comment s'organise la façon dont nous prenons de l'information, on pourrait dire comment s'organise l'information à l'intérieur de nous pour qu'on puisse y répondre, dans 2 grands critères, au niveau social, au niveau général, on pourrait dire à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une civilisation, et au niveau individuel, à l'échelle d'une vie ou d'une étape dans une vie. En 1974, il va faire une grande publication dans un magazine qui s'appelle The Futurist. Et à partir de cette publication grand public, des universitaires vont s'intéresser à son travail et vont venir collaborer avec lui pour aller plus loin dans ce modèle. Pour aller plus loin dans ce modèle, ce qui nous amène à ce qu'on connaît plus populairement comme étant les Spiral Dynamics. Don Beck, docteur en psychologie sociale, et son étudiant Christopher Cowan vont découvrir en 1974 le travail de Claire Graves. L'histoire raconte que Don Beck a foncé chez Claire Graves avec sa voiture pour lui dire « Il faut vraiment qu'on discute et moi je veux travailler avec vous sur ce modèle qui me semble être le modèle le plus pertinent que j'ai rencontré en psychologie sociale. »
Don Beck et Christopher Cowan vont développer notamment les implications sociales, les implications managériales, les enjeux géopolitiques du modèle, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les autres et comment est-ce qu'on peut mieux orienter le monde avec nos systèmes de valeurs. Et puis, à la fin des années 90, en 95, ils publient leur ouvrage de référence, dont vous voyez la couverture ici, Spiral Dynamics. J'ai fait un petit focus sur le travail de Don Beck et de Christopher Cowan ce soir parce que sans eux, le travail de Clare Graves aurait été perdu. Néanmoins, c'est pas vraiment sur leur travail et c'est pas vraiment sur cette histoire de Spiral Dynamics que je vais appuyer ce soir, puisque pour avoir personnellement creusé un petit peu ce modèle, je trouve que le travail de Clare Graves en fait est plus clair et que celui de ses étudiants est finalement plus spéculatif. En 1999, Christopher Cowan et Don Beck vont arrêter de travailler ensemble. Christopher Cowan va vraiment partir dans les aspects business, management, notamment comment on peut se servir de ça pour mieux manager dans les équipes de travail, dans les entreprises. Don Beck, lui, va s'allier à Ken Wilber, dont nous reparlerons dans les prochains cours, pour faire une nouvelle vision de ce système qu'ils appelleront ensemble les Spiral Dynamics Integral. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ils vont travailler ensemble quelques années, mais ils vont vite cesser leur collaboration, Ken Wilber pensant que le système de Graves est un peu archaïque et que son système à lui, le système de Wilber, surpasse tous les autres. Don Beck, lui, aura l'impression que les deux systèmes peuvent rentrer en compétition, ce que Wilber supportera mal, ce qui mettra fin à leur collaboration. Voilà pour terminer brièvement comment on en est arrivé à cette histoire de Spiral Dynamics, qu'on traduit parfois par la spirale dynamique, ce qu'on devrait traduire au contraire par des dynamiques en spirale. Et à partir de maintenant, je vais revenir au travail de Clare Graves. Mais avant de revenir à Clare Graves lui-même, comment est-ce qu'on en est arrivé à l'idée d'une psychologie évolutionniste ? Parce qu'en fait, c'est pas si intuitif que ça que notre psyché évolue. Dans cette salle, ici, ce soir, il y a beaucoup de gens qui sont praticiens en hypnose, d'autres personnes qui sont praticiens en d'autres techniques d'accompagnement. Et bien sûr, quand on est formé à l'accompagnement, ça nous paraît assez évident que oui, un être humain, au fur et à mesure de sa vie, il change, et que oui, il y a quelque chose qui évolue. Et de manière populaire, pour les personnes qui ne sont pas praticiens, peut-être pour des personnes qui regardent cette vidéo, oui, ça nous semble relativement intuitif que notre psyché, notre cognition, notre façon de percevoir le monde et d'y répondre, ça évolue. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pour vous donner un aperçu général, je suis remonté jusqu'à Lamarck. Voilà, ça fait rire quelques personnes, ça me va très bien comme ça. En effet, au début du 19e siècle, Lamarck va proposer sa fameuse théorie de complexification-adaptation, où il va montrer que les espèces biologiques évoluent en se complexifiant et en s'adaptant à leur environnement. En 1909, oui. En 1909, c'est une idée complètement nouvelle. 50 ans plus tard, Spencer va... Toujours pas ? 50 ans plus tard, en 1957, Spencer va proposer ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution, généralement, on l'attribue à Darwin, mais en fait, la théorie de l'évolution, en fait, c'est Spencer. Et c'est à la base plutôt quelque chose qui nous parle des mécanismes causaux qui vont créer de la progression. Darwin, lui, continue à s'intéresser aux espèces, il va continuer le travail de Lamarck, qu'il va légèrement contester, et il va décrire des mécanismes qu'il appelle la descendance et la sélection naturelle. Et je pense que vous connaissez bien cette histoire, qu'il y a eu dans l'évolution biologique une sélection naturelle. C'est encore le point de vue dominant dans la psychologie occidentale. En 1971 et 1972, toujours le même Charles Darwin, je n'ai pas amené le nom des ouvrages ici, va montrer en fait que peut-être même que la psychologie, la psyché humaine, peut-être que ça aussi, en fait, ça a évolué dans le temps, et il pose l'acte fondateur d'une psychologie évolutionniste. En 1990, William James, dans son ouvrage magistral « Les principes de la psychologie », va proposer l'idée que chez l'humain, les instincts, différents types d'instincts, les instincts se transforment au fur et à mesure de la vie de l'humain. En 1905, Binet, en France, à la demande de l'État français, va mener une étude sur le développement de l'intelligence selon l'âge. Et c'est à partir de cette étude que viendra le fameux concept de âge mental. Henri Bergson, en 1907, du côté philosophie, avec un de ses ouvrages principaux, L'évolution créatrice, va proposer l'idée qu'il y a bien une évolution, qu'elle ne se contredit pas avec l'idée d'une création dont le point d'origine est toujours inconnu.
Si on revient du côté psychologie, dans les années 30, Jean Piaget, dont on a déjà parlé beaucoup ici, va proposer deux idées dans deux ouvrages successifs, deux ouvrages qui marchent ensemble en 1936 et 1937. Dans La naissance de l'intelligence chez l'enfant, il va proposer pour la première fois l'idée de stade de développement cognitif, c'est-à-dire que notre façon de penser, notre façon de percevoir le monde évoluerait par des stades par lesquels passent tous les enfants au même âge. En 1937, dans l'ouvrage La construction du réel chez l'enfant, il va proposer les premiers points de vue constructivistes du développement de l'être humain. Et je vous laisse pour cette question de constructivisme vous référer au cours que nous avons donné ici l'an dernier sur le sujet. Bien sûr, nous savons bien que la psychanalyse européenne et américaine, dans les années 1940 jusqu'à peu près la fin des années 60, a beaucoup mis le focus sur la question du développement de l'enfant avec de nombreux auteurs qui ne sont pas nécessairement tous en accord les uns avec les autres. On peut penser à Mélanie Klein, à Donald Winnicott, mais aussi à Spitz, au travail de Dolto en France. Et on arrive en 1959 au travail de Erik Erikson, les stades de développement chez l'adulte, un modèle que j'ai déjà brièvement présenté dans les cours sur la construction de l'identité. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, ce sont quelques idées que j'ai piochées, il manque beaucoup d'auteurs, il manque quelques idées clés ici. Mais si on résume, au début du 19e, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui évolue à travers les générations au niveau biologique. À la fin du 19e, il y a l'idée qu'il y a une évolution psychologique au sein de l'échelle de la vie d'un individu. Au 20e, début du 20e siècle, on pourrait dire premier tiers du 20e siècle, arrive l'idée qu'il y a des stades par lesquels passent les individus. Et à la fin du 20e siècle, arrive l'idée qu'il y a donc une évolution psychologique continue au niveau de l'espèce humaine de génération en génération, mais aussi à l'échelle de la vie d'un seul individu, une évolution psychologique par stade de développement. Aujourd'hui, on est allé encore un peu plus loin, on commence à arriver dans ce début du XXIe siècle à l'idée qu'il y a bien ce type de développement, une évolution psychologique, mais qu'elle n'est pas homogène, qu'il y aurait, on pourrait dire, un ensemble de paramètres qui évoluent de manière non homogène. Mais ce soir, ce n'est pas de cela que je vais vous parler, ce soir on va revenir sur cette idée de la fin du XXe siècle, une évolution psychologique continue par stade, de génération en génération. Donc pour résumer, les trois grandes influences de Clare Graves, c'est d'une part la psychologie évolutionniste, d'autre part les stades de développement, et bien sûr, puisque nous sommes dans un cours sur l'évolution des systèmes de valeurs, il s'est beaucoup appuyé sur les premières théories des besoins et des valeurs, notamment celle de Abraham Maslow. Abraham Maslow qui les a travaillées en deux grandes étapes, une première publication en 1943, une seconde publication 20 ans plus tard, en 1962. Je vous laisse imaginer qu'en 20 ans, il a eu le temps, Abraham Maslow, de bien raffiner ses premières idées. Alors où est-ce que ça va nous emmener, ce modèle de Clare Graves, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail? Déjà, il y a des applications à deux échelles. La plus petite échelle, c'est des applications à l'échelle de l'évolution d'un individu dans sa vie. La plus grande échelle, eh bien, les applications, ça va être de pouvoir mieux comprendre comment les civilisations ont évolué de système de valeurs en système de valeurs. Le deuxième point, ce sont des enjeux personnels. Vous allez voir qu'en étudiant ce modèle, ce soir ça va être un résumé d'1 heure, 1 heure et quart, mais j'espère que vous irez creuser un peu ce modèle, et vous allez voir qu'en étudiant, on arrive à beaucoup mieux se repérer dans notre niveau, dans notre stade de développement de valeurs, et on arrive à mieux situer autrui. Et en se repérant sur « mais où est-ce que j'en suis moi en fait avec ces grands patterns de valeurs et où en est l'autre ?» ça permet de mieux se comprendre soi, ça permet de mieux comprendre l'autre, ça permet de mieux travailler avec l'autre et ça permet de mieux communiquer avec l'autre. Le troisième point, ce sont des enjeux systémiques. Ce qu'on va voir, et je rentrerai dans le détail de ce point tout à l'heure, c'est qu'il y a des stades qui sont ultérieurs les uns aux autres. Et je vais vraiment appuyer sur ce point parce que Clare Graves appuyait énormément sur ce point. Ces stades ne sont pas supérieurs les uns aux autres. Il n'y a pas de supériorité et d'infériorité ici. Tout comme, eh bien, la poule n'est pas supérieure au crocodile, n'est-ce pas? Et pourtant, d'un point de vue d'évolution biologique, elle lui est ultérieure. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas parce que c'est ultérieur que c'est supérieur. Alors, est-ce que moi je suis supérieur à une poule qui serait supérieure à un crocodile? Qui serait supérieur lui-même à des amibes? Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Voilà que je suis égal avec la poule. Mais tant mieux, c'est très bien comme ça.
Par contre, ces quatre espèces ne sont pas au même développement dans le temps. Vous voyez la nuance ? Enfin, il y a des enjeux sociaux importants. Étudier ce modèle, ça permet de beaucoup mieux comprendre les enjeux des débats de société et des débats de société là, d'aujourd'hui, ceux qui sont présents dans les médias tous les jours. Ça permet de mieux appréhender la diversité interne à une société, parce que dans une civilisation, dans une société, il y a plusieurs systèmes de valeurs qui sont un peu en opposition les uns avec les autres, qui se comprennent ou qui ne se comprennent pas. Et bien sûr, ça permet de mieux appréhender la diversité entre les sociétés. Comment est-ce que la nôtre peut se mettre en lien de compréhension avec les autres sociétés, plutôt que de se croire supérieur à d'autres sociétés. Voilà, donc ça, c'était l'apéritif. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans la théorie des niveaux d'existence de Clare Graves en 2 points, les bases de son modèle et les dynamiques de son modèle. On pourrait dire que Clare Graves était un peu précurseur et qu'il se place à plusieurs endroits en même temps. Il est dans plusieurs grandes tendances en même temps et même dans des tendances qui n'avaient pas encore été théorisées, ce qui est assez étonnant. Notamment, il est précurseur de ce qu'on appelle l'énaction et dans les prochaines années, on prendra largement le temps de rentrer dans cette histoire d'énaction. Et l'idée générale, si on la caricature en une phrase, c'est que la cognition, ça provient d'une auto-organisation entre l'organisme biologique et l'environnement, le champ social, la matière, la lumière, etc. Et on va en rester là sur cette idée d'une auto-organisation entre organisme et environnement qui, entre guillemets, fait surgir la cognition. Clare Graves est aussi évolutionniste, bon, ça je pense qu'on l'a dit juste avant. Il est aussi constructiviste au sens où il va décrire que le réel est perçu et il est co-construit par le type de subjectivité de l'individu, par le type de cognition de l'individu et par donc le type de développement de l'individu. C'est un tenant de l'adaptation, c'est donc un suiveur de Lamarck, de Darwin, etc. Et il pense que l'être, dans 3 types de dimensions, biologique, psychologique et sociale, l'être s'adapte aux conditions de son environnement et que du coup son environnement va déterminer sa façon de penser, de percevoir et de réagir. Il est également tenant des théories sur les besoins et les motivations, ce qui nous intéresse particulièrement dans ce module de cours sur les valeurs. Il va proposer l'idée que ce sont les besoins fondamentaux et les problèmes existentiels de l'être humain qui font évoluer sa cognition, et que en gros l'évolution de la cognition, elle est en lien avec les types de problèmes et les types de besoins qu'on rencontre. On le détaillera un peu plus tout à l'heure. L'idée clé ici, c'est que pour Graves, la cognition est une réponse au type de besoins et au type de problèmes qu'on va rencontrer. C'est bien sûr un tenant également des stades de développement. Pour lui, l'évolution se fait par stade, mais aussi par transition entre les stades. L'idée, c'est pas qu'on est dans un stade et qu'on switche sur un autre. L'idée, c'est qu'un stade, c'est déjà quelque chose dans lequel on transite, et qu'entre 2 stades, il y a un moment de transition. Et on retrouve bien ici, bien qu'il y ait des stades, l'idée d'une transition continue. Puis l'inclusivité, on va en reparler après. Et la stabilisation, on peut laisser un peu ça de côté. Enfin, c'est un tenant d'une alternance. C'est une des bases clés de son modèle, que les stades alternent entre 2 grandes tendances. Priorité à moi, priorité à nous. Des valeurs centrées ou sur moi qui est prioritaire, des valeurs centrées sur le collectif qui est prioritaire. Puis encore priorité à moi, puis encore priorité à nous. Et qu'à chaque changement de stade de développement de valeur, à chaque type de niveau de valeur, nous allons passer de plutôt moi, plutôt nous, plutôt moi, plutôt nous. Alors à ce stade-là, on pourrait se dire, c'est quoi un niveau d'existence, il y a quoi dedans? Parce que pour Graves, c'est bien plus que simplement un système de valeurs. Alors je vous ai mis la liste ici, je vais vous la lire. Donc c'est une citation. « Quand un être humain est centré sur un niveau d'existence, il a la psychologie de ce stade particulier. Et sont appropriées à ce stade ses sensations, ses motivations, son éthique, ses valeurs, sa biochimie, son degré d'activation neurologique, c'est 1970, ses systèmes d'apprentissage, ses systèmes de croyance, sa conception de la santé mentale, ses idées sur ce qu'est la santé mentale et ce que devrait être la santé mentale, sa conception et ses préférences de management, son éducation, ses théories politiques, ses théories économiques, tout cela est approprié à ce stade. » Donc vous voyez là, on n'est plus seulement dans les buts motivationnels qui ne sont qu'une partie de tout cet ensemble.
Alors rentrons un petit peu dans la mécanique. Je vous le disais tout à l'heure, pour Graves, on va avoir une évolution par alternance de priorités. Priorité à moi, priorité à nous. Priorité à moi, priorité à nous. Comment il en est arrivé là ? Dans son enquête qu'il a menée dans les années 50, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à partir de cette enquête, en 1966, il montre qu'un des résultats de cette enquête, c'est qu'il y a deux grands types de self, deux grands types de soi, deux grands types de moi. Il les appelle sacrifice self, le sacrifice de soi, et express self, on pourrait dire s'exprimer ou exprimer ce que je suis, m'exprimer. Et si je devais le traduire en français, ce que j'ai choisi de ne pas faire ici, je dirais le sacrifice de soi ou m'exprimer. Et là, le mot self est un peu délicat à traduire en français. Deux types de self. Sacrifice self, c'est le contrôle de l'interne. Je contrôle ce que je suis au profit de la collectivité. Et le but, c'est de modifier l'environnement. Je vais contrôler ce que je suis pour que tous ensemble, on puisse modifier l'environnement et adapter l'environnement à ce que nous sommes. Le express self, c'est contrôler l'externe, contrôler les autres, contrôler l'environnement au profit de moi-même pour que moi, je me trouve une paix intérieure définitive. Et là, évidemment, on voit que ce n'est pas du tout la même priorité. Alors, dans son travail en 1966, il décrit les 5 premiers niveaux d'existence qui vont ultérieurement être intégrés dans 8 niveaux d'existence. Donc il a découvert les 5 premiers comme ça. Ensuite, il en a rajouté 3, je vais vous les montrer après. Il a vu que dans le Express Self, il y avait 3 grandes tendances. La première, c'est m'exprimer moi par pure impulsivité. J'ai des impulsions, j'ai des pulsions, je les exprime. Et ça va être un niveau très centré sur l'action et la domination. Une autre façon de m'exprimer moi, c'est m'exprimer pas par impulsivité, c'est beaucoup plus logique, mais c'est au détriment d'autrui et ça me va très bien comme ça. Je m'exprime moi, je me développe moi, je cherche ma paix à moi et les autres se démerdent. Le troisième type de express self, c'est le fait que je m'exprime moi, mais jamais au détriment d'autrui. L'autre n'est pas prioritaire, mais l'expression de ce que je suis n'est jamais à son détriment. L'autre est préservé, on pourrait dire. L'autre ne va pas être confronté par ce que je suis. Je vais pouvoir me déployer en le laissant être ce qu'il est. 3 types de m'exprimer, 3 types de express self. Et du côté sacrifice self, 2 grandes tendances. La première, c'est me sacrifier pour une récompense ultérieure. Et là, on va être dans une idée de salut. Je sacrifie mes émotions et mes désirs au présent car une rétribution ultérieure m'attend. Voilà, donc là évidemment, on va le voir tout à l'heure, on va rentrer dans tout ce qui est religieux avec ce type d'idée. Et un autre type de sacrifice self, je me sacrifie, mais pas du tout pour une récompense ultérieure, je me sacrifie pour le bien de la communauté au présent. Et vous voyez ici, nous avons à partir des 2 grandes tendances, priorité à moi, priorité à nous, nous avons 5 sous-tendances qui émergent. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Ça tombe bien. Parce qu'à partir de ces 5 niveaux, Claire Graves va voir qu'il y a une organisation séquentielle qui fait passer de m'exprimer par impulsivité, me sacrifier pour une récompense ultérieure, non finalement m'exprimer moi et que les autres se démerdent, non finalement me sacrifier pour nous tous au présent, non encore une fois finalement m'exprimer moi, mais pas au détriment d'autrui, pas au prix que les autres soient dans quelque chose où je leur ai fait du tort. Une alternance entre express self, sacrifice self. Et ce qu'a découvert Graves, à partir de ces données recueillies dans les années 50, c'est que ce schéma d'évolution se répétait sans cesse. Ce qui lui a fait dire, il y a un truc là. Alors à partir de 59, il a planché d'abord pendant 7 ans pour sa première publication de 1966 que vous pourrez vérifier par vous-même, puis à nouveau encore pendant 4 ans pour en arriver à l'idée qu'il n'y avait pas 5 stades mais 8 stades, 8 niveaux d'existence pour rester dans ces termes, 8 niveaux d'existence. Alors vous pouvez reconnaître du rouge au jaune, vous pouvez reconnaître les 5 stades dont on a déjà parlé. Et puis avant ces 2-là, le tout premier, en haut, en beige, c'est juste l'instinct de survie.
c'est une pensée très automatique, c'est quelque chose qui essaye de combler les besoins physiologiques de base. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir. Et ça intègre aussi chez Graves la sexualité. Le deuxième niveau, c'est le fait de vouloir rester en sécurité. Parce qu'il faut manger, il faut boire, mais il faut peut-être anticiper un petit peu quand même. Parce que les récoltes, on a quand même remarqué qu'il y avait des moments où il y en avait, des moments où il n'y en avait pas. Et pour pouvoir anticiper et s'organiser, il y a besoin des autres. Pour assurer ma sécurité de base au-delà d'une durée d'une journée ou deux, j'ai besoin de m'organiser avec les autres. C'est là qu'on commence à voir apparaître plus ou moins une conscience de soi. Et on est à ce moment-là évidemment dans une priorité au collectif, puisque le collectif me permet d'exister. Ensuite, on passe au niveau rouge qu'on a décrit tout à l'heure, m'exprimer par impulsivité, on va être dans des buts de pouvoir et de domination, exploiter les autres. Puis on repasse à priorité à nous, un sacrifice de moi, mais pour obtenir ce salut, et pour obtenir ce salut, je vais me mettre dans un fort contrôle avec des dogmes, avec de la morale, avec des systèmes autoritaires. Un retour à l'expression de soi, où le but ici va être d'obtenir pour moi, et puis que les autres se débrouillent. Je vais avoir envie de ma réussite matérielle personnelle, et je vais arrêter avec ces morales et ces dogmes, et bien aller dans la direction que je veux pour moi. Ça réalterne encore vers une priorité à tout le monde, une priorité au collectif, où le but ici va être l'harmonie avec autrui, où on va tomber dans des systèmes plus communautaristes. Pour revenir encore à m'exprimer moi, finalement, en fait, la pensée devient systémique, ma priorité est que l'existence soit fonctionnelle et que mon existence soit fonctionnelle. Et enfin, le dernier niveau est à nouveau le niveau le plus ultérieur, on pourrait dire le niveau le plus récent dans la pensée humaine. À nouveau, un retour au collectif. Et là, l'idée générale, c'est de pérenniser le vivant, pérenniser l'espèce, pérenniser la nature, la planète dans laquelle existe cette espèce. Là, on arrive dans des systèmes holistiques. Donc vous avez ici 8 niveaux qui alternent de moi, à nous, à moi, à nous. Toujours clair ? Alors, tout à l'heure, on prendra le temps de décrire vraiment un peu plus en détail ces 8 niveaux. Je voulais, avant d'aller plus loin, que vous en ayez une vue d'ensemble pour que je puisse vous expliquer la mécanique, comment est-ce que ça passe d'un niveau à un autre. Quelques spéculations de Don Beck sur la répartition de la population. Je l'ai écrit sur le côté... ça doit être votre côté droit, c'est votre côté droit ça. La méthode de recensement est inconnue. Donc Don Beck il dit voilà on a estimé que, mais alors sur quoi il se base ça on ne sait pas. Mais vous avez quelques courbes qui vous montrent à peu près où sont les individus. Alors la première estimation c'est celle qui est en bas où il disait il y a à peu près 10% dans les niveaux de contrôle par impulsivité, 40% dans les niveaux qui sont plus je sacrifie mes émotions, mes sentiments et mes désirs pour un salut ultérieur, 20% à peu près du côté plus matérialiste, je vais faire ma réussite matérielle à moi, et puis après, il n'y a plus grand monde. Dans le niveau vert, l'harmonie pour tous, 10%, et puis au-delà, à peine 1% de la population. Donc c'est important à garder en tête pour la suite, de voir à peu près où se situerait, d'après eux, la population. Dans une étude de 2003, Tonkin et Beck ont décrit ça en regardant sur différents pays. Les populations de ces différentes zones géographiques ne sont pas dans les mêmes répartitions de systèmes de valeurs. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ok. Donc nous, on va peut-être s'intéresser, puisqu'on donne quand même ces cours et ces présentations pour des praticiens en hypnose plutôt francophones, manifestement. Donc on va plutôt s'occuper à ce qui se passe en Europe et bien sûr en Amérique du Nord pour nos amis du Québec. Est-ce que tu pourrais nous dire dans l'ordre les pays, parce qu'on n'arrive pas à voir juste le tableau pour... Oui. En haut, on a Afrique du Sud. Ok, je vais juste... Voilà. En dessous, États-Unis, où ça domine bien sur le niveau orange, matérialisme, profit personnel. En dessous, on a Europe, et on s'y retrouve bien en Europe, à ce passage un peu difficile de ma réussite personnelle à il va peut-être falloir qu'on fasse tous ensemble et qu'on s'harmonise quand même. Je pensais que ça vous ferait rire, mais non, c'est pas grave. Afrique subsaharienne, où d'après eux, on est beaucoup plus dans des mécanismes tribo-animistes et des mécanismes de domination par le pouvoir. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Et enfin, tout en bas, c'est situation globale. Ok ? Et bien sûr, vous pourrez reprendre ces slides qui seront prochainement disponibles.
L'idée maintenant, c'est de regarder plus en détail le fait qu'il s'agit d'un système fondamentalement dynamique et qu'il n'y a rien de statique dans le système de Clare Graves. Le point de départ, c'est qu'on est tout le temps dans des résolutions de problèmes, mais que pas de bol, quand on résout un problème, ça recrée un problème. Et ça, c'est le point de départ de Clare Graves. Pour lui, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'être humain il est en interaction entre deux forces. Il y a l'environnement naturel et environnement social, et puis il y a ma biologie et notamment mon cerveau. Ça lui plaisait beaucoup à Clare Graves, l'idée du cerveau, et il avait un peu spéculé sur l'idée d'un équipement neuropsychologique. 50 ans plus tard, on n'est pas vraiment dans ce type d'idée, mais on voit bien en fait de quoi il nous parle. Il y a un environnement social, culturel et naturel. Et puis, il y a moi avec ma biologie, et moi j'ai tendance à créer des cognitions. Ok ? Très bien. Et de cette interaction, pour lui, et ça c'est le point clé de son système, de cette interaction vont apparaître des besoins à satisfaire, des besoins très basiques, par exemple manger, vous voyez, moi corps, environnement naturel, pomme, moi manger pomme, moi survivre, quoi. Il y a un point de départ hyper basique comme ça. Puis plus tard, des besoins plus existentiels, du genre, quel est le sens de l'existence, vous voyez, qui va devenir un besoin très prégnant. Deux types de besoins différents, mais qui restent à vrai dire des besoins à satisfaire. De l'interaction environnement-biologie, apparaissent des besoins à satisfaire et apparaissent des problèmes existentiels à résoudre. Et les différents niveaux d'existence, les 8 recensés par Graves, ils apparaissent dans l'évolution du cerveau, de la cognition, de ma biologie, et dans la résolution de problèmes qui va créer de nouveaux problèmes. Alors, tout à l'heure, on va voir vraiment en détail comment ça passe d'un type de problème à un autre. Alors, c'est le moment maintenant de cette présentation où je vais vous demander de vous accrocher un petit peu, de récupérer un petit peu d'attention. Et pour ceux qui nous regardent nos vidéos, c'est le moment où vous pouvez mettre pause et ensuite reprendre, bien sûr, enfin du moins je l'espère, parce que la suite, à mon avis, est vraiment très intéressante. C'est là pour moi qu'on rentre vraiment dans le mécanisme fin, et ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre la pensée de cet auteur, qui au début m'a paru un peu spéculative, mais qui après beaucoup d'heures d'études me paraît quand même être une très bonne intuition. Donc, pour répondre à un problème ou un besoin de type A, un système cognitif va se développer. Et ce système, lui, il l'appelle N. C'est sa nomenclature, et on va faire avec. Pour répondre à un problème type A, il y a des cognitions type N qui vont se développer. Et le rapport A vers N, eh bien, ça va changer l'individu dans son rapport à lui-même et sa perception du monde. Pourquoi ? Parce que pour répondre au problème A, sa cognition se transforme. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a de la plasticité cérébrale. Clare Graves, lui, il ne pouvait pas savoir qu'un jour on prouverait ce truc-là, mais il en avait quand même pas mal l'intuition. Et il a vu que quand on s'adapte à un environnement, quelque chose dans le cerveau change. Le point d'arrivée de l'état du cerveau n'est plus pour répondre au problème d'origine, puisqu'il l'a résolu. Si j'ai trouvé de la sécurité pour pérenniser mon environnement, par exemple en inventant l'agriculture, je n'ai plus ce problème de pérennisation. Mais j'ai créé des choses, comme par exemple la création des structures sociales avec l'agriculture. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et puisque ma psyché et ma cognition a changé, mes besoins vont changer. Est-ce que je suis clair ? Donc, je vous reprends le modèle avec les chiffres, avec les lettres. Pour répondre à un besoin A, un système cognitif N se développe. Mais N va changer le rapport de l'individu à lui-même et à sa perception du monde. Et le fait qu'il existe dans la dynamique AN, ça va créer un nouveau problème que Clare Graves appelle B. On sent venir des A, B, C, D, E, F qui vont correspondre à des N, O, P, Q, R, S. C'est sa nomenclature, elle est un peu compliquée, vous allez voir après, il y a d'autres gens qui ont proposé d'autres nomenclatures. Mais maintenant, pour répondre au problème B, il va y avoir un nouveau système cognitif qui va se développer, et l'existence ici va créer un nouveau problème, qui va amener une nouvelle cognition, qui va créer un nouveau problème, etc., etc. Ce qui fait que les stades ne sont pas statiques. Et ça, c'est vraiment un point important, vous le verrez à la fin, pour nous en tant qu'accompagnants. L'individu est tout le temps pris dans une évolution. Ici, vous voyez la petite flèche que j'ai faite, A implique N. Et N répond à A. Et N, le système de cognition, va se développer pour répondre aux besoins A. Par exemple, les besoins physiologiques périodiques vont générer le système biologique pour gérer l'intensité de ces besoins et pouvoir les réguler. Parce que si je me mets à manger sans cesse, je meurs. Vous voyez, il faut bien qu'il y ait quelque chose
qui viennent réguler ça. Et le point de départ est très trivial, mais on part quand même de ça en tant qu'espèce. Et puisque l'existence en AN va générer quelque chose de nouveau, un problème nouveau va arriver. En l'occurrence, par exemple, eh bien, je pourrais épuiser l'eau et la nourriture. J'ai besoin de savoir les stocker. Un nouveau problème est arrivé. Qu'est-ce que j'ai besoin de développer comme cognition pour être capable de stocker l'eau et la nourriture ? Et c'est comme ça qu'on va en arriver à un nouveau système neurologique qui est capable de réguler ses besoins de survie, mais qui est aussi capable de répondre à ses besoins de sécurité. Toujours clair ? Donc ça, c'est l'exemple de départ. Hein. Un autre point important, c'est que le système BO qui est apparu n'a pas détruit le système AN. Vous voyez, ce serait absurde de dire, puisque maintenant je sais stocker l'eau et la nourriture, je n'ai plus besoin de manger, ça ne fait pas sens. Le système AN existe toujours et le système BO intègre le système AN. Toujours clair ? Là, vous êtes vraiment sur les bases de la dynamique de Graves. Ici, par exemple, le système O qui se développerait, ce serait, eh bien, pour pouvoir stocker la nourriture, j'ai besoin de plusieurs choses. Par exemple, j'ai besoin de préservation du groupe social, parce que quelque chose dans la cognition va s'ouvrir, se développer, et voir que l'autre, pour cette survie, il est vital. Et là, c'est pas spécialement pour mon profit, il y a une vraie volonté que cette existence soit au profit du collectif. Toujours clair ? Bon, alors là, je résume ce qu'on vient de se dire. Il y a des besoins qui génèrent une cognition, qui génèrent de nouveaux besoins. Qui génèrent une nouvelle cognition, le niveau système intègre le précédent. Eh ben, c'est tout ce qu'on vient de dire, je crois. Du coup, le système est entièrement dynamique. Pourquoi il est entièrement dynamique ? Parce que quand on est dans le stade AN, quelque chose évolue et se développe. Et quand on passe de AN à BO, quelque chose évolue et se développe. Et ça n'arrête jamais de se développer. Donc, ça c'est les schémas d'origine de Claire Graves et je ne vais pas les commenter. Vous avez les références bibliographiques à la fin pour aller les regarder. Voilà comment lui, il avait choisi de dessiner un petit peu tout ça. Moi, je vous ai refait mon propre dessin, on pourrait dire. Ça, c'est ce que on a vu déjà sur ANBO. Bien sûr, le cycle va continuer. La cognition O va générer des problèmes C qui vont générer la cognition P. Et on est parti pour de nouveaux problèmes, donc de nouvelles cognitions. Et on est parti pour que ça ne s'arrête pas. Et les différents systèmes cognitifs vont s'intégrer les uns dans les autres. Tout à l'heure, je vais vous les décrire les uns après les autres. Et voilà comment Christopher Cowan et Don Beck se sont dit, c'est une spirale. C'est une dynamique sous forme de spirale. À un besoin se génère une cognition qui génère un besoin, qui génère une cognition, qui génère un besoin, et on n'est pas parti pour que ça s'arrête. Chaque niveau intègre les précédents, donc ça je vous l'ai déjà dit, on peut juste le modéliser pour ceux qui sont un peu visuels. Voilà, un niveau ultérieur intègre les niveaux antérieurs, mais la personne du niveau antérieur, elle ne peut pas comprendre la cognition de celui d'après. Elle n'a pas le besoin de celui d'après. Donc elle ne peut pas le comprendre. Par contre, celui du niveau d'après, il comprend très bien le besoin de celui d'avant, puisque lui, sa cognition y répond de manière automatique. Donc il n'y a plus de problème de ce côté-là. Et tous les niveaux s'encastrent les uns dans les autres. Du coup, en haut, on a le type de problème existentiel et de besoin, résolu ou pas. Et en bas, on a un type de système neuropsychologique. Et là, vous voyez, c'est un petit peu dans ces années-là, les années 70, que sont apparues les idées de expansion de conscience. Alors Claire Graves, s'il avait nommé ça des niveaux de conscience, au lieu de nommer ça des niveaux d'existence, il aurait été plus connu. Voilà, c'est une des bases sur lesquelles est apparue l'idée de étends ta conscience. Vous voyez, ceux qui passaient du orange au vert, de matérialisme pour moi à harmonie pour tous, ouvre ta conscience, étends ta conscience, ouvre-toi à l'harmonie entre nous tous. Donc vous voyez un peu époque hippie, etc. Fin 60, début 70. À votre droite, je pense, les petits dessins sont ceux de Beck et Cowan, non, de Beck et Tonkin, qui a essayé de modéliser un peu cette idée de niveaux qui s'encastrent les uns dans les autres. Pour rappel, la résolution d'un besoin crée de nouveaux besoins. Le niveau neuropsychologique qui émerge intègre les précédents. Et donc, à cette heure-ci, je vais prendre le temps de vous décrire brièvement les 8 niveaux pour que vous puissiez
repérer un peu de quoi il nous parle, Claire Graves, puisque pour l'instant, je vous ai expliqué un peu d'où venait son modèle et les bases de la dynamique de son modèle, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans les niveaux de développement. Oui. Moi, je vous les ai quand même décrites très brièvement tout à l'heure, mais là, on va les regarder vraiment en détail. Déjà, une question de nomenclature. Graves les appelle AN, BO, CP, DQ, ER, etc. Ça a fait galérer tout le monde. Donc, Beck et Cowan, en 1995, ils se sont dit, on n'a qu'à mettre des couleurs. Et pour que les gens ne commencent pas à se dire que c'est supérieur, on ne prend pas les couleurs de l'arc-en-ciel, de l'infrarouge à l'ultraviolet. On va mettre les couleurs un peu en aléatoire. Bon, on a quand même cette tendance à avoir l'impression que le niveau ultérieur est supérieur, et ce soir, essayons d'en tenir compte et de la garder un petit peu à distance. Et puis, Merck, dans un papier qui a été publié l'année dernière et qui s'est intéressé à ce travail, au travail de Graves pour le mesurer, Merck, lui, s'est dit, en fait, c'est beaucoup trop complexe, tout ça, on n'a qu'à utiliser la nomenclature de Shalom-Schwartz, dont on a parlé dans les 2 précédents cours. Il y a des valeurs instrumentales, il y a des valeurs terminales. Pas la peine de faire si compliqué que ça. Donc voilà, 3 types de nomenclature. Pour ce soir, je vais rester sur celle de Graves, avec les couleurs de Beck et Cowan. D'où mon remerciement, Johan, pour ton aide, pour que les couleurs soient là ce soir. Le premier niveau, AN, niveau beige, le problème existentiel est très simple, maintenir une stabilité physiologique, ce qui veut dire vivre en fait. La nature de l'existence, elle est automatique, c'est la nature des animaux. Il y a une satisfaction physiologique de base qui détermine cette existence. La peur principale, c'est manquer de nourriture, manquer d'eau. Je pense que vous voyez à peu près pourquoi. Donc le besoin spécifique à cet endroit-là, ce sont les besoins physiologiques périodiques, sommeil, faim, soif, reproduction. Le type de self, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'idée d'un moi à cet endroit-là. La pensée, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment de la pensée. Il n'y a pas vraiment d'organisation de l'information autre que répondre à des stimulus de survie. Il n'y a pas de planification. Le système d'apprentissage, c'est une simple adaptation par habituation. Puis on passe au niveau suivant, où là, le problème devient comment faire pour assurer une sécurité. Et là, on va commencer à voir apparaître les organisations tribales. Mais à ce moment-là, les individus, la cognition est telle que les individus, collectivement, sont persuadés que l'organisation tribale, c'est la nature. C'est pas, vous voyez, c'est pas de la culture, c'est de la nature. C'est pas une organisation humaine, on ne fait que reproduire la nature telle qu'elle est. À ce moment-là, la nature de l'existence est dominée par les mythes, par les traditions. La peur principale, c'est de manquer d'abri, manquer de chaleur, manquer de santé et tous ces autres besoins dits non périodiques. Le type de self, il n'est pas encore vraiment apparu. Les humains n'ont pas complètement conscience d'exister de manière, différenciée d'autrui. Donc le soi est un peu indifférencié, il est un peu intégré avec les autres. Le focus principal, là où se focalise la psyché, c'est sur contrôler la réalité intérieure pour la survie du groupe. Donc contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que le groupe puisse survivre, puisque moi et le groupe, nous sommes une seule chose. La pensée, on va retrouver les systèmes animistes. Alors animiste, c'est le mot utilisé par Beck et Cowan en 1995. Il faudrait quand même le soumettre à tout le travail de l'anthropologue Philippe Descola, qui depuis a refait de nouvelles nomenclatures, notamment animisme, totémisme, etc. Donc là, on est dans l'idée générale de ce qu'on appelait animisme dans les années 70-80. La pensée est donc, de ce point de vue, animiste, superstitieuse, irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas régie par la raison. Dans cette pensée, il y a une magie qui crée et qui gouverne le monde, et il y a des esprits qui régissent l'organisation de la nature, et il y a plein d'esprits partout qui nous influencent de manière positive et de manière négative. Et la pensée est organisée sur cette idée-là. Le système de motivation, c'est la stabilité de l'organisation tribale. C'est le but motivationnel particulier. Par quel chemin y arriver, les valeurs instrumentales? Eh bien, par le fait de perpétuer la tradition. Puisque les anciens nous ont dit que cela permettait de perpétuer notre organisation tribale de manière stable, alors suivons le chemin des anciens. Et il serait vraiment de très mauvais ton de remettre en question le chemin des anciens, car cela pourrait contrarier les esprits. Et les anciens nous ont dit que cela contrariait les esprits et parfois générait des maladies, des tsunamis, différentes choses comme ça. J'entends les rires, je les entends, mais vous voyez, je ne les partage pas pour le coup. Parce qu'on aurait très vite fait de se dire
quelle pensée rétrograde. Mais notre pensée n'est pas supérieure à celle-ci, elle est différente de celle-ci. Notre pensée moderne se base sur celle-ci. Nous avons intégré ces réalités et nous verrons dans le module à mars-avril, quand on parlera de magie, de rituel, que tout ce système de pensée a fortement à voir avec ce que nous manipulons avec l'hypnose. Pour cette raison, je vous invite à regarder cela, pas avec condescendance, mais en vous disant « ça, c'est quelque chose qui me compose à un niveau inconscient extrêmement profond ». C'est une proposition. Valeur terminale, comment réussir à assurer cette stabilité de l'organisation tribale ? Eh bien, en visant toujours notre sécurité. Le système d'apprentissage, c'est le conditionnement classique par association, par ancrage. Le système de management, il n'y en avait pas vraiment à l'époque du management, mais tout est géré par les mythes, par les traditions, les rites et les tabous. Et puis ça évolue. À l'échelle de l'humanité, au bout d'un moment, arrive quelque chose, des êtres commencent à se dire « moi, je suis, j'existe ». Et là, le problème existentiel, c'est comment je fais pour vivre en ayant conscience que moi, j'existe de manière séparée de cette tribu. La nature de l'existence devient égocentrique, il y a la conscience qu'on peut s'affranchir du groupe. Et la peur principale, c'est que les autres en prennent conscience aussi. Et que du coup, ils essayent de dire « toi, pas moi ». Et donc, toi, être tué par moi, quoi. Ce qui pourrait poser quelques problèmes. Donc, le besoin spécifique, c'est la sécurité face aux prédateurs, la sécurité face aux autres prédateurs humains qui sont en train de s'éveiller, comme moi, dans leur capacité de prédateurs humains différenciés du groupe social. Flippant, hein ? Et pourtant, nous sommes aussi composés de cela. La priorité, c'est la survie psychologique. Et ça, on peut le voir dans des accompagnements, quand on rentre dans des grandes insécurités qui menacent la survie psychologique, ça vient taper à cet endroit-là. Le type de self, eh bien, c'est la première émergence d'un moi. Du point de vue psychanalyse, c'est la différenciation d'avec autrui. Le soi, ce soi qui naît et apparaît dans la psyché humaine, va être pris par des formes d'impulsivité, il va être extrêmement autoritaire et il va vouloir contrôler le monde extérieur en disant « moi d'abord » et tout le reste, je m'en fous complètement et moi détruire le reste si moi en sécurité. Moi pas en sécurité. La pensée impulsive, elle est extrêmement rapide et il n'y a pas de morale. C'est profondément immoral parce qu'il n'y a pas d'idée... Non, je suis en train de chercher dans mes lectures. Parce qu'il prend du plaisir il prend du plaisir aux émotions négatives qu'il fait subir aux autres. Il découvre ce plaisir-là. L'humiliation, l'invalidation, la destruction d'autrui génèrent un plaisir. C'est profondément immoral de notre point de vue, qui a une morale un peu mainstream, on pourrait dire. Le système de motivation, c'est la survie en tant que dominant, sinon on va être dominé par les autres, et les autres vont nous exploiter. La valeur pour pouvoir arriver à cela, eh bien, c'est de soumettre et de conquérir, c'est la loi du plus fort, c'est l'idée générale de l'héroïsme. Moi qui ai pris conscience de moi, je vais soumettre le monde et devenir un héros. La façon d'y arriver, la valeur terminale, c'est le pouvoir et développer le plus possible de pouvoir. Le système d'apprentissage, c'est le conditionnement opérant avec les systèmes de récompense. Le management, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'exploitation totale d'autrui, le plein pouvoir et la soumission. Alors, je n'ai pas vraiment appuyé dans ce niveau sur le fait que les personnes qui arrivent à ce niveau-là, qui prennent conscience d'elles et qui ne sont pas suffisamment fortes pour être le plus fort, elles ont conscience d'elles, mais elles vont se retrouver soumises par un dictateur autoritaire, bref, etc. Et puis ça continue à évoluer. Et là, un autre problème existentiel arrive plus tard dans l'humanité qui est, quel est le sens de l'existence ? Face à la mort, que je sois le plus puissant de tout cela, ou que j'ai été soumis et que j'ai eu une vie comme ça de soumission où on m'a exploité, quel est le sens de cette vie ? Pourquoi est-ce que je vis ? Quel est le sens de l'existence ? Et le problème existentiel, c'est d'atteindre une vie éternelle et une paix éternelle. À ce stade de développement, la nature de l'existence est de type sainte. Sainte au sens qu'on s'efforce à s'établir dans une sainteté que d'autres nous ont décrite. La vie est un test, et si on réussit ce test, on aura une vie éternelle. Sinon, dommage. Et la nature de l'existence est régie par des dogmes, par des règles qui sont immuables et indiscutables.
Les besoins spécifiques, c'est un besoin face à la peur de la mort. Et on peut prendre le temps de se relier 2 minutes à ça. Des gens qui sont complètement dominés par le fait que quelque chose dans leur esprit a perçu qu'ils existaient, c'est le niveau rouge. Et ce truc se dit, si j'existe, mais peut-être que je disparais. Et ça peut être extrêmement flippant, ça crée une peur qui devient un besoin. J'ai besoin de faire face à cette peur. Et le besoin spécifique devient donc, j'ai besoin de m'assurer un salut ultérieur dans cette vie, ou plus tard, puisque manifestement quelque chose a l'air d'être, il y a la spéculation automatique que ce quelque chose va continuer à être. Il est donc très logique à cet endroit-là d'avoir un soi qui se sacrifie soi-même dans cette petite durée d'existence pour une rétribution ultérieure, d'autant plus si elle est éternelle. Vous voyez, c'est extrêmement logique à ce stade-là. Le focus, ça va donc être de contrôler sa réalité intérieure, ses sentiments, ses désirs, ses motivations, ses besoins, au profit des règles qui sont à suivre et au profit des autres, puisque les règles nous disent ce qu'il faut faire pour les autres. La pensée est devenue existentielle, mais elle est aussi devenue réflexive, elle est capable d'anticiper, elle est capable de réfléchir sur des objets particuliers, elle est capable de philosopher, mais elle est aussi devenue morale, et elle est devenue morale de manière extrêmement absolutiste et manichéenne. C'est vrai ou c'est faux, c'est bien ou c'est mal, et il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas d'alternative. Il y a une vérité absolue, et le reste est du domaine du mensonge, de l'erreur. Le système de motivation, c'est toujours la sécurité. Les valeurs instrumentales, c'est le fait de se contrôler soi-même, c'est passer par l'ordre, par la rigueur, par les règles, par les dogmes binaires, et surtout de bien s'abstenir à essayer de prendre du plaisir. Pour arriver à quoi ? Pour arriver au salut. Pour être sauvé, quoi. Le système d'apprentissage ici, c'est le système d'apprentissage par l'évitement et la punition. Et j'avais été très surpris dans mes lectures. Il me semble que c'est Beck et Cowan qui disent « Il est important de comprendre que certaines personnes qui sont dans le niveau bleu ne peuvent pas apprendre sans la punition. » Alors, c'est pas moi qui dis ça, je dis même pas que je suis d'accord avec ça, juste ça peut être une matière à réflexion. Et vous voyez que ça, par exemple, ça crée du débat de société. Le système de management, ici, c'est l'autoritarisme, le paternalisme. L'autorité est totalement indiscutable. Et il y a une inégalité des classes sociales. C'est normal, c'est un test. Donc, inégalité des classes sociales totalement intégrée. Et ça continue à évoluer. Et on arrive au niveau orange qui va beaucoup vous parler. Du moins, le passage du bleu au orange devrait beaucoup vous parler. Un nouveau système existentiel arrive. Il y a une remise en question de cette idée de salut et de rétribution ultérieure. La cognition commence à se dire, c'est peut-être pas sûr en fait, merde, vous voyez ? C'est plus vrai ou faux, il y a peut-être un curseur, et il y a peut-être d'autres dimensions à cela. La pensée va devenir... Non, j'allais dire une bêtise, on verra ça après. Le problème existentiel maintenant, c'est je veux jouir de ma vie, je veux être en paix, moi, avec moi, et je veux dompter la nature pour y arriver et soumettre cette foutue nature pour avoir mon confort. Ça vous parle ? Voilà. La nature d'existence est matérialiste, elle a pour fonction de comprendre la réalité physique pour pouvoir en jouir. La peur, c'est le manque de statut, le manque de prestige, le manque d'estime d'autrui. Du coup, le besoin naturel, c'est le besoin de statut social, le besoin de reconnaissance. Ici, on retrouve bien le travail de Maslow. Le type de self, à nouveau, il se met en priorité à moi, et complètement au détriment d'autrui, et aussi au détriment de l'autorité. À ce stade-là, on s'en fout de l'autorité. Je vais définir et faire pour moi. On va donc essayer de contrôler la réalité extérieure dans son propre intérêt, mais pour la contrôler, il faut la comprendre. On est donc en train d'arriver dans une pensée mécaniste. C'est le début de la pensée dite scientifique, hypothético-déductive. On pose des hypothèses et on essaye d'en déduire, on essaye de faire des déductions. Elle est cette fois-ci amorale. Il existe bien des systèmes moraux, mais en fait on s'en fout un peu. Et elle est multiple et partisane, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, on n'est plus dans une pensée binaire, on est dans une pensée qui peut percevoir qu'il y a différentes façons de concevoir le monde, mais qu'il y en a une qui est bonne pour moi et que c'est celle-là que je vais prendre et que les autres, on s'en fout un peu, elles sont moins intéressantes. Le système de motivation, c'est l'indépendance, la satisfaction des besoins matériels et personnels. Comment y arriver ? Eh bien, en s'affranchissant, en développant ses compétences et en s'appliquant à soi-même de la méthode scientifique. Je vais préciser un peu le mot scientifique. Par exemple, en s'organisant soi-même de manière scientifique, en organisant l'exploitation des ressources du groupe social qui est autour de moi, par exemple avec l'industrie,
de manière scientifique. Et là, on arrivera rapidement aux questions d'organisation scientifique du travail, etc. Bien que cet exemple était sans doute un peu trop extrême, mais c'est pas grave. Les valeurs terminales, c'est toujours le gain, le profit, le confort. Le système d'apprentissage, c'est par expérimentation et évaluation avec des moyens d'objectivation de ce qu'on évalue. Comment rendre les choses objectives. Le management va devenir bureaucratique, mécaniste. Ici, on peut penser bien sûr au système au Fordisme, au Taylorisme, etc. Et ça continue à évoluer. Et là, on arrive à des choses qui, du point de vue occidentaux, sont beaucoup plus récentes. Le problème existentiel maintenant est de trouver une paix interpersonnelle parce que l'homme orange, on pourrait dire, finit par se rendre compte que dans son confort et sa richesse, il a fini par être détesté par tout le monde. Et ça lui pose problème. Il aimerait être apprécié par autrui et se génère quelque chose à l'intérieur de sa cognition qui se dit « j'ai aussi besoin d'aimer autrui ». Le problème existentiel est maintenant de trouver une paix interpersonnelle et donc de comprendre la réalité subjective d'autrui. La nature de l'existence est focalisée sur l'acceptation des autres et le fait d'être aimé par les autres. La peur, ici, c'est le rejet social. Le besoin, on l'a déjà dit. Le type de self, je vais me mettre de côté, je vais me sacrifier au profit de l'ensemble de nous tous maintenant. Et pour cela, je vais avoir besoin de contrôler ma réalité intérieure. Ce qui est le plus important, ce n'est pas la satisfaction de mes besoins, le plus important c'est que toi et moi on soit gagnant-gagnant. Que moi avec tous les autres, on ne me privilégie pas au détriment de quelqu'un d'autre. La pensée ici devient relativiste. Au niveau bleu, on avait une pensée binaire. Au niveau orange, on avait une pensée multiple où il y a plusieurs façons de penser, mais il y en a quand même une qui est la vraie et qui est la bonne pour moi. Ici, il y a plusieurs façons de penser, et elles sont un peu équivalentes, elles se valent les unes les autres. On est dans une pensée relativiste. Et la pensée va être orientée sur la volonté d'expérimenter, c'est quoi la subjectivité? C'est quoi ma subjectivité? Et c'est quoi la subjectivité d'autrui? Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience subjective de soi et d'autrui? Le système de motivation, c'est l'affiliation. Les valeurs pour pouvoir y arriver, c'est de se centrer sur le groupe social. Et on va retrouver des valeurs de appartenance, amour, égalité, intimité, partage, qui implique aussi une forme d'autodiscipline. Le but final de tout ça, c'est l'harmonie entre tous, du moins entre tous les humains, et pour ça, on va passer par des systèmes communautaires, des systèmes collectivistes, etc. Le système d'apprentissage a évolué lui aussi, il passe par l'observation, notamment l'observation de comment font les autres. En termes PNL, on appellerait ça de la modélisation. L'observation des mécanismes et des réactions d'autrui. Les systèmes de management ici sont participatifs, ils vont s'intéresser à l'intérêt collectif et vont nécessiter des consensus. Dans les théories du management qui parlent de ces évolutions en niveau, on dit que quand on passe du niveau orange, qui est très bureaucratique, très mécaniste, assez hiérarchique, quand on passe de ce niveau au niveau vert qui est participatif et qui est dans le consensus, tout se ralentit. Les décisions deviennent très longues à prendre parce qu'il faut du consensus. Et peut-être vous pouvez voir des applications de ça au niveau politique, par exemple. Des gens qui semblent avoir une idée qui est plus évoluée, qui est plus récente, mais qui sont très très lents dans leur capacité à se mettre tous d'accord pour faire une proposition. Là, ça pourrait vous donner quelques idées peut-être. Je ne nommerai personne, évidemment. Voilà pour le niveau vert. Voilà les 6 premiers niveaux de Graves, dont il nous dit jusqu'ici on est dans la satisfaction des besoins. Et puis, là on va rentrer dans, je dirais jusqu'ici qu'on est dans quelque chose d'assez facilement observable. Et à partir de là, on va rentrer dans la grande spéculation de Graves, Beck, Cowan, Wilber, etc. Et puis, apparaîtrait à peu près ces temps-ci un saut cognitif, où subitement, révolution, après avoir passé tous ces stades-là, l'être humain se rend compte que dans l'harmonie avec tous, ça ne fonctionne pas et que le monde est socialement en chaos. Je ne sais pas si ça vous parle sur ce qui se passe ces temps-ci. Et l'être humain va se dire, moi, il faut que je revienne à moi, parce qu'ensemble, on n'y arrive pas. Il faut que je revienne à moi pour rendre ce monde chaotique viable, car ce monde est dominé par des conflits entre les systèmes de valeurs. Et ce sont les systèmes de valeurs eux-mêmes qui deviennent le problème. En fait, l'être humain se rend compte à ce stade que le problème fondamental, c'est d'avoir voulu répondre à des besoins pour trouver du bonheur,
et que cette démarche-là a foutu une merde noire, en fait. Je vous laisse vous référer à l'état de nos rivières. La nature de l'existence, ici, devient cognitive. L'être perçoit la limite ironique et fondamentale d'une évolution par problème et solution. Toutes les peurs disparaissent. Toutes les compulsions disparaissent aussi. Le besoin spécifique ici, ça va être de s'apprécier soi-même, de retrouver de l'amour-propre après que tous ensemble, en évolution biologique, nous ayons créé un tel chaos dans notre habitat. Et il va y avoir le besoin de trouver une action effective pour soutenir tout l'ensemble. Ici, à nouveau, on est dans un soi qui s'exprime, mais pas au détriment d'autrui. On a fait assez de dégâts comme ça. Le focus, c'est de réorganiser une existence en tenant compte du fait que tout est interdépendant et que tout est impermanent. Si cela vous rappelait certaines philosophies asiatiques, votre étonnement serait le même que le mien quand j'ai découvert ce modèle. La pensée ici devient systémique, elle est multiple, elle est évolutive, et il n'y a plus de choix de système de pensée. Tout système de pensée des niveaux précédents peut être utilisé en temps réel en fonction de la situation. Le système de motivation, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que l'existence? Quel est le sens de cette histoire? Question que je vous ai posée au tout début de cette soirée. Les valeurs instrumentales, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut passer par toutes les précédentes en fonction de la situation. La valeur instrumentale clé, c'est accepter et se détacher, pour arriver à une forme de flexibilité et d'adaptabilité au monde tel qu'il se présente à moi maintenant. Et pour cela, il y a besoin d'accumuler beaucoup de connaissances. Les systèmes d'apprentissage, à nouveau, tous les précédents sont disponibles. Et en termes de management, pour essayer de travailler avec autrui quand même dans cette façon nouvelle de penser, on va avoir besoin non plus d'adapter l'être humain aux structures de travail, mais d'adapter les structures de travail au type d'êtres humains qui fonctionnent ensemble. Autrement dit, si tu réunis 4 êtres humains qui sont de niveaux d'existence différents, si tu veux que ça fonctionne, il faut adapter la structure au fait qu'ils ne sont pas au même niveau. Voilà pour le niveau jaune et on arrive au tout dernier niveau. J'espère que ça n'aura pas fait trop catalogue, mais il est important pour vous présenter le système de Graves de montrer un petit peu sur différents critères comment avait évolué la psyché humaine, du moins de son point de vue. On arrive au dernier niveau, turquoise, où le schéma BO se présente à nouveau. Et oui, ma pérennisation à moi, qui revenait en fait dans le schéma jaune, repose à nouveau la question du « mais il faut qu'on le fasse tous ensemble en fait ». Moi tout seul, je ne vais pas pouvoir pérenniser l'existence. Je ne vais pas pouvoir pérenniser la sauvegarde de mon habitat et la sauvegarde de mon espèce tout seul. Alors on arrive à une espèce de vue globale dans laquelle tout devient paradoxal, de type la vie ma vie, cette vie, vos vies, tout cela est extrêmement précieux, et c'est fondamentalement vrai, et en même temps tout cela n'a aucune importance. Et c'est fondamentalement vrai aussi. Les deux sont tenus en même temps. Toutes les structures deviennent paradoxales. Donc ici, on va avoir toutes ces métaphores avec le chaos, le fait que le chaos contient sa propre structure, des sous-organisations qui sont en autodestruction et qui pourtant ont une cohérence de base, ce qui n'est pas sans nous rappeler d'autres philosophies orientales, et je n'en nommerai aucune ce soir. La nature de l'existence est une vue globale, orientée sur l'expérience et la réintégration des émotions, des cognitions, et des instincts, les trois fonctionnant ensemble. On a des applications de ça par exemple. Ouais, je dirai ça plus tard. Le besoin spécifique fondamental, c'est préserver l'humanité et la nature. Pour cela, évidemment, on va se mettre de côté puisque le soi est à présent vécu comme étant une petite partie d'un ensemble beaucoup plus large. Le focus est sur l'interdépendance de tous les phénomènes et le fait que l'existence semble être un immense mécanisme dans lequel tous les mécanismes sont interdépendants et emboîtés les uns dans les autres. Tout cela fonctionne comme une mécanique chaotique cohérente. La pensée est donc de la nature de ce que je viens de décrire juste avant, comme un ensemble de systèmes intégrés interdépendants. On a une réunion de la science, de la métaphysique et des spiritualités. Système de motivation principal, pérenniser l'existence, utiliser la sagesse qu'on a pu accumuler pour bénéficier au monde. Le moyen d'y arriver, c'est d'expérimenter encore et de continuer à accumuler et partager les connaissances. J'aurais dû rajouter le terme « partage des connaissances » ici. Pour arriver à quoi? À une stabilité du vivant, et non pas à une destruction du vivant. Le système d'apprentissage ici, on pourrait dire, n'est plus de l'ordre de l'apprentissage, il ne s'agit que d'expériences directes, d'intuition et d'instinct.
Voilà pour les 8 niveaux de Graves, et sur cette slide que je vais passer de côté ce soir parce que j'ai déjà pris beaucoup de retard, je vous ai résumé un peu comment on passe d'un niveau à un autre. Les effets de transition sont importants. Comment on passe d'un mode de vie automatique sur les besoins physiologiques à une envie de survie. Et de ça, comment on passe à un besoin de dominer, de contrôler par la force. Et de ça, comment on en passe à un système dogmatique orienté vers un salut ultérieur. Et de ça, comment est-ce qu'on passe à l'envie de revenir à soi et d'accumuler des richesses et de s'établir dans le confort. De là, comment est-ce qu'on passe à, finalement, ça ne marchera pas, il faut qu'on trouve l'harmonie tous ensemble. Et de là encore, comment est-ce qu'on en arrive à, en fait, on ne va pas y arriver tous ensemble. Il faut que moi, je fasse cet acte fondamental de comprendre l'existence pour pouvoir rendre tout ce bordel viable. Et comment on passe encore de ça à, mais je n'y arriverai pas sans les autres. Et voilà dans cette slide ce que j'ai essayé de vous résumer. La réponse à ces 7 comment. Un résumé, voilà, vous aurez ces slides, vous pourrez les regarder. Un résumé de ces niveaux et de leurs évolutions chez Donbeck en 2008. Et maintenant qu'on a vu les 8 niveaux, on va prendre vraiment juste quelques minutes très rapidement pour revenir à la théorie de Graves. Maintenant que vous avez vu l'évolution de ces 8 niveaux qui vous ont été décrits, on comprend mieux cette idée de dynamique de besoin et de réponse, et on comprend mieux cette histoire de besoin dont la réponse a créé un nouveau besoin. Vous l'appréhendez mieux que tout à l'heure maintenant? Oui? Okay. Je dis pour la caméra, il y a à nouveau plein de hochements de tête ici. Et on comprend mieux cette spirale. Un besoin, une cognition, un besoin, une cognition, un besoin, une cognition. Maintenant, on voit mieux de quoi c'est constitué. Et on a vu aussi que ça part d'un endroit où il n'y a pas de soi différencié pour aller vers une espèce de proto-self fusionné avec les autres, puis après, priorité à moi, à nous, à moi, à nous. Donc voilà, cette slide résume un petit peu, de manière graphique du moins, ce que nous avons vu dans cette idée de différents niveaux qui sont en évolution. Alors, pour finir, quelques implications en accompagnement. Il y en aurait beaucoup et nous en reparlerons largement dans le 4e cours de ce module de cours, donc dans 3 semaines. Mais je vous en ai noté quelques-unes pour qu'on ne reste pas que sur du théorique et qu'on ramène ça un petit peu quand même à notre pratique d'accompagnement et d'hypnose d'accompagnement. 3 perspectives, celle du client, celle de l'accompagnant et celle de l'accompagnement lui-même. L'idée générale, dans la perspective du client, c'est on accompagne l'évolution d'un individu. On accompagne un individu, certes, mais il est en transition. Soit il est en transition à l'intérieur d'un stade, soit il est en transition entre 2 stades. Et dans les 2 cas, il est en train de créer des besoins et d'avoir sa cognition qui change. Et je le redis encore, Claire Graves n'avait, enfin du moins de ce que j'ai pu lire, Claire Graves n'avait pas eu accès à des idées qui annonçaient la plasticité cérébrale. Donc, nous accompagnons bien des systèmes biologiques, psychologiques et sociaux des êtres qui sont en évolution sur ces 3 points. Toujours clair? Ok. Alors peut-être pas dire ça au client. Vous êtes un être biologique, psychologique et social en évolution. Ça pourrait lui paraître un peu bizarre, mais néanmoins, c'est pourtant bien ce qui se passe. Et on pourrait éventuellement, sous certaines conditions, accompagner l'individu à se situer dans ce processus évolutif. Des fois oui, des fois non. Ça dépend un peu du type d'accompagnement, du type de technique qu'on utilise, du type d'éthique avec lequel on travaille. Quelques questions qu'on pourrait se poser pour la perspective du client. Comment s'organise le client, c'est-à-dire sur quels besoins, sur quelle motivation, sur quelle structure cognitive, sur quel type de self? Est-ce qu'il est en priorité à lui ou en priorité à l'autre? Le client est-il actuellement stabilisé dans un stade ou est-ce qu'il est en transition entre 2 stades? Est-ce qu'il est en crise identitaire? S'il est en crise identitaire, il est sans doute en transition entre 2 stades. La thématique de l'accompagnement, donc la thématique du client, est-ce qu'elle est articulée autour d'une transition de stade? Donc ça va être typique, par exemple, des thématiques de type « je ne sais plus où j'en suis, ce qui me semblait important avant semble ne plus avoir d'importance, et je commence à avoir des besoins que j'ai jamais eus et qui me paraissent un peu louches, et je vois vraiment pas quoi faire de tout ça, et je ne sais plus qui je suis. » Là, on a une thématique articulée autour d'une transition de stade. Et qui pourrait commencer de manière beaucoup plus simple que ça, hein, qui pourrait démarrer par « je viens vous voir monsieur parce que ces temps-ci c'est difficile avec les ados à la maison ». Vous voyez? Par exemple, hein, il y a plein d'autres exemples. Sur les thématiques relationnelles, pour aller dans cette idée-là, par exemple avec la famille, avec le travail, est-ce que le client a conscience qu'il est dans un niveau d'existence et qu'il en existe d'autres? Question intéressante.
est-ce qu'il a conscience que les autres que lui pourraient peut-être exister à d'autres niveaux d'existence que lui? Je vous traduis la question sous forme de valeur. Est-ce qu'il a conscience que les autres avec lesquels il est en interaction ont peut-être d'autres buts motivationnels, d'autres systèmes de valeurs et même d'autres cognitions que lui? S'il a des enjeux relationnels un peu compliqués, ça pourrait être de bonnes questions à lui poser. Ce sont des exemples, je ne dis pas que ce sont les questions, etc. Voilà, quelques idées, on pourra débattre de ça après cette présentation, il y en a certainement beaucoup d'autres, des perspectives pour le client. Les perspectives pour l'accompagnant, c'est celles qui m'ont le plus amusé. Là, j'ai fait appel à ma créativité pour voir où ça pourrait nous déranger un peu. L'idée générale, c'est mieux se comprendre soi pour mieux accompagner autrui. Et la grande idée générale, c'est d'éviter nos fameuses grosses projections. Vous savez, ce truc qui est tellement énorme qu'on pense que tout le monde le partage, du coup on se dit, bah, ça je peux quand même lui dire, c'est pas une projection, c'est une vérité. Vous voyez ? Donc, pour éviter un peu nos projections, comment pourrait nous servir ce modèle? Eh bien, en se posant des questions, est-ce que moi, accompagnant, j'ai conscience de mes niveaux d'existence? Est-ce que je les projette sur les clients? Par exemple, en recadrant leur système de croyance. Du genre, mais enfin, cette croyance est complètement dépassée, monsieur. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Cette croyance qui est le point de départ, vous voyez, je vais la recadrer. Mais pas en vous le proposant, je vais la recadrer en vous faisant des doubles liens. Oh oui. Voilà. Par exemple, dans les thématiques, revenir à soi, penser à soi. Il y a 5-10 ans, dans le milieu du coaching, de la PNL, de l'hypnose, il y avait une grande mode, c'était « il est vraiment temps que les clients reviennent à lui. Il a beaucoup trop pensé à sa famille, à sa compagne, à ses enfants et à son entreprise. Il faut l'aider à ce qu'il pense à lui. » Ouais, si tu es persuadé qu'il faut passer d'un système de sacrifice self à un système de express self, si tu es persuadé que lui, il doit passer d'un système de « je sacrifie ce que je suis au profit de la collectivité » à « je sacrifie les autres à mon profit à moi », si tu es sûr que lui, il doit faire ça, alors c'est une bonne idée de lui suggérer, voire de lui imposer. Mais pour peu que lui il soit dans le chemin inverse, ou que lui, il ait juste envie d'être tranquille et stable et en paix avec lui-même dans un système où il met l'autre en priorité, il n'y a absolument aucune raison de suggérer qu'il serait temps de revenir à soi. Au contraire, on est en train de détourner la personne de son chemin. Je mets donc en question ces techniques de hypnose, PNL, coaching, type années 80 à années 2000. Et leurs descendants modernes, jeunes, qui sont certainement dans cette transition-là aussi, et je ne nommerai personne. Quelques autres questions. Comment l'accompagnant se relie à des objectifs de stabilisation? Est-ce que l'accompagnant est à l'aise avec le fait que quelqu'un est en train de lui dire « en fait, je suis dans ce stade d'évolution, je voudrais juste m'y sentir bien, je ne veux pas évoluer ». Est-ce que l'accompagnant est à l'aise quand quelqu'un lui dit « je ne suis plus bien là où je suis et je veux évoluer ». Est-ce que l'accompagnant est partisan sur cela? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Mais plus flippant encore, est-ce que l'accompagnant a conscience que des clients existent à des niveaux différents du sien? Et la dernière, qui personnellement me met bien en difficulté, est-ce que l'accompagnant a conscience qu'il est possible que certains de ses clients existent à des niveaux qui sont ultérieurs aux siens, c'est-à-dire que l'accompagnant ne comprendra jamais rien à ce que l'autre lui propose. Alors nous ici, à l'Arche, en hypnose, nous ça nous va, parce que nous on a toujours dit comme socle de base à nos apprenants dès la première semaine d'études, on ne cherche pas à comprendre l'autre, on travaille dans sa subjectivité et dans son monde. Donc ça nous va. Mais parfois, dans la pratique, on se surprend à vouloir comprendre et à se dire qu'on pourrait peut-être co-créer la solution, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, évidemment, outre les blagues, ça nous amène à des perspectives pour l'accompagnement lui-même. L'idée générale, ça va être d'adapter nos accompagnements à nos clients. Quelques questions qu'on pourrait se poser. L'accompagnement que je suis en train de faire est-il adapté au niveau du client? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ah oui. Alors, j'ai déjà parlé souvent ici de cette question, vous savez, de exclure des parts ou inclure des parts. Alors, si quelqu'un est dans le niveau bleu, par exemple, et qu'il attend fondamentalement un salut ultérieur et qu'il veut contrôler ses besoins et ses pulsions parce qu'il veut son salut ultérieur et qu'il veut rester là-dedans, on a de bonnes raisons d'exclure des parts que lui juge négatives, puisqu'il est dogmatique et binaire, qu'il juge négatives, mauvaises, démoniaques, destructrices, et qu'il ne veut pas. Mais si on est plutôt avec un client qui est de type relativiste, systémique,
On pourrait là lui dire, regardons ça de manière relativiste, tout ça n'est qu'une organisation systémique de parts qui n'ont ni tort ni raison. Et vous voyez, selon la subjectivité du client, on ne peut pas aborder cette histoire de parts de la même façon à la lumière du travail de Graves. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire parce que ça emboîte beaucoup de modèles les uns dans les autres, mais pour ceux qui suivent l'hypnologie depuis longtemps, je pense qu'on a beaucoup de choses à s'échanger là ce soir sur ce sujet-là. Un autre exemple sur l'accompagnement est-il adapté au niveau du client ? Le coaching de masse avec marketing, je ne nommerai personne, généralement cherche à faire passer les gens du niveau bleu au niveau orange. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent passer du niveau bleu au niveau orange. Donc de ce point de vue-là, le message que parfois nous critiquons aussi ici, j'assume cela, le message qui est arrête de vouloir pour des jours futurs, je ne sais pas très bien le faire manifestement. Arrête de vouloir pour des jours futurs, pense à toi aujourd'hui, tu as le droit à ton confort, tu as le droit à tes richesses, tu peux te prendre en main, tu peux sortir d'une autorité qui t'a dit comment penser et tu peux devenir toi-même. Et grâce à mon séminaire, tu y arriveras. Et moi, je vais m'enrichir et c'est OK parce que toi aussi, et c'est dans ce système de valeurs orange, du coup, c'est génial. Bah, du point de vue des gens qui veulent passer de bleu à orange, c'est parfaitement valide. Du point de vue de gens qui sont dans des systèmes de express self qui ne sont pas orange, qui ne veulent pas aller dans ce niveau-là ou qui n'y sont pas, c'est totalement invalide. Et les deux sont vrais en même temps. Je viens donc de tenir un propos qui est dans une pensée relativiste, vert. Et là, ça devient complexe, quoi. Le point de vue vert qui analyse comment ça peut être valide ou pas de passer de bleu à orange. Je vous invite vraiment à creuser ce modèle. C'est un trésor pour pouvoir beaucoup mieux accompagner autrui. Quelques questions qu'on pourrait se poser. L'accompagnement est-il adapté au niveau du client ? Quelques autres questions. Par quels indices, par quels moyens de calibration on va pouvoir adapter l'accompagnement au client ? Les stratégies d'apprentissage du client, les stratégies d'apprentissage par lesquelles on fait passer le client. Vous savez, en hypnose, on parle beaucoup d'apprentissage. Milton Erickson parlait lui-même beaucoup de faire apprendre au client et d'aider le client à trouver comment apprendre par lui-même. Ça vous parle ? Oui. Les stratégies d'apprentissage, est-ce qu'elles sont adaptées au niveau du client ? Et on a vu là ce soir que ce n'est pas les mêmes stratégies d'apprentissage de niveau en niveau. Les métaphores qu'on utilise, les processus cognitifs par lesquels on passe, les schémas qu'on utilise, les techniques qu'on emprunte à d'autres écoles, est-ce que tout cela est adapté au niveau du client ? Et enfin, et je m'arrêterai là pour ce soir, l'universalité de l'hypnose s'appuierait-elle sur un fondement violet, tribal, animiste, magique de la cognition humaine ? C'est une question à laquelle j'essaierai de répondre dans le module de cours de mars et avril 2019. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie pour votre patience et votre attention.